Bonjour Alain Caron, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour faire cette interview via Zoom. Confinement oblige, ici on est toujours en semi-confinement depuis Paris, donc je ne sais pas comment sont les conditions depuis le Québec, Ouais. mais voilà, les conditions font que c'est bien pratique d'avoir Zoom pour pouvoir faire des petites réunions et des petites interviews. Je vous remercie Nous, beaucoup, encore une fois. Voilà, donc pour revenir un petit peu aux origines, vous êtes né donc à Saint-Éloi, dans le comté des Basques, dans la province du Québec, si je ne m'abuse. vous savez tout. Voilà, je sais tout. Et vous êtes le dernier d'une famille de 11 enfants. C'est pas Tout à fait. banal, ça, j'imagine. Non, c'était un peu, disons qu'à cette époque, les familles du Québec avaient beaucoup d'enfants. Je connais même des familles qui, pas très loin de chez moi, ou que je connais très bien, où ils étaient 18. Alors Waouh, vous voyez, d'accord. c'était une époque où les Québécois faisaient beaucoup d'enfants. Ouais, très bien. Et alors, qui est-ce qui écoutait de la musique à la maison? Ben, un peu tout le monde, je veux dire toute la famille. Moi, je suis le dernier, donc. Hmm. Mais ma mère, donc, sa principale occupation était d'être mère. Donc, beaucoup de travail. Bien sûr. Cependant, c'était une artiste dans l'âme. Elle a écrit des poèmes toute sa vie. Elle jouait du piano, le violon, la guitare. Donc, on avait des instruments de musique à la maison. Et elle en jouait régulièrement. Et donc, étant donné que je suis le plus jeune, les plus vieux chez moi, donc, en jouaient. Jouaient un peu de piano, jouaient un peu de guitare. Et deux de mes sœurs sont allées à un niveau un petit peu plus professionnel. Et c'est ce qui m'a amené à connaître des groupes, ce qu'on appelait des groupes de top 40, ce que vous appelez chez vous des groupes de bal, je crois. Et donc, c'est D'accord. de cette façon que j'ai été mis en contact avec la possibilité d'en faire une carrière. Donc, vous êtes issu d'une famille un peu mélomane. Les parents faisaient de la musique, les frères et sœurs également. Mhm. Et vers l'âge de 11 ans, vous avez commencé la guitare ou la basse, je crois, autour de C'était cet la âge-là. guitare. C'était la guitare au départ. Bon, je commençais à gratter la guitare et puis euh, il y avait un concours d'amateurs qui était, qui est passé dans le village où j'habite. Donc, je me suis inscrit à ce concours d'amateurs où je chantais et je jouais la guitare et j'ai gagné ce concours. Et le groupe qui nous accompagnait euh, n'avait c'était pas un pianiste, c'était vraiment un orgue. À l'époque, c'était des orgues Farfisa, c'était quelque chose. Et puis, c'est un coup de chance. Ils m'ont demandé si je voulais jouer avec eux les week-ends. C'est-à-dire parce que ils faisaient soit des mariages ou soit des. Allez, c'était bien avant les discothèques et tout ça. Donc, partout où il y avait des événements, il y avait donc des groupes de musique qui jouaient de la musique en live. Donc, il y en avait beaucoup. Et ils ont demandé à mes parents s'ils étaient d'accord pour que j'aille jouer avec eux les week-ends pour jouer la guitare. Et ils ont accepté. C'est assez incroyable. C'était pas très très loin, c'était peut-être à une quinzaine de kilomètres de chez moi, mais on faisait quand même tous les week-ends, vendredi, samedi, et quelquefois le dimanche, on jouait. Et j'ai commencé à jouer dans des groupes à cet âge-là. D'accord, donc la passion première, c'était la musique, parce que je sais maintenant que vous aimez beaucoup le cyclisme. Le sport occupe une Oui, part importante de votre vie. Il y avait oui, j'en fais. peu d'opportunités pour faire du sport étant plus petit, mais c'était surtout la musique alors. C'était surtout la musique, oui, oui, mais j'ai quand même été élevé sur une ferme à la campagne, donc on avait beaucoup d'espace pour jouer. Et j'ai toujours quand même toujours fait pas mal de sport malgré tout. J'ai joué au hockey à peu près comme tous les Canadiens. Et évidemment, quand j'ai commencé à jouer à un niveau plus professionnel, où on jouait 7 soirs par semaine à l'année longue. Et j'ai quitté la maison à l'âge de 14 ans. Donc, il me laissait très peu de temps pour faire ces activités, comme jouer au hockey, par exemple. Mais j'ai commencé à faire du jogging un peu plus tard et j'ai toujours fait du sport. Et depuis quelques années, ben, je fais beaucoup de vélo, oui. Alain Caron, quel est votre premier souvenir d'avoir écouté un disque de jazz?
un disque de Oscar Peterson, live à Chicago. C'était justement, on jouait dans une ville, mais j'écoutais déjà pas mal de groupes américains, dont Blood, Sweat and Tears, Tower of Power, ce genre de Chicago. J'écoutais beaucoup la musique Motown aussi, Wilson Pickett, Otis Redding, ce genre de musique, beaucoup plus que le rock progressif anglais. Et par pur hasard, on jouait dans un bar, dans un hôtel où on habitait évidemment parce qu'on jouait 7 fois par semaine. Et dans cette ville, il y avait une équipe de hockey assez professionnelle, semi-professionnelle. Et il y avait 2 joueurs de hockey qui habitaient dans l'hôtel avec nous. Donc on était assez copains avec eux. Et un jour, il me dit, ah, j'ai acheté 2 disques, j'aime pas beaucoup. Il dit, je te les donne, je te les vends, $1. Donc, il y avait un disque d'Oscar Peterson et un disque des Double Six avec Bud Powell. Alors, j'ai écouté ce disque et tout de suite, je suis tombé par terre. Donc, c'était Oscar Peterson, Ray Brown, Ed Thigpen. Et à partir de ce moment-là, j'ai recherché et j'ai cherché la musique de jazz partout et c'est ce que je fais toujours. C'était autour de quel âge, cette passion pour le jazz? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans, oui. 14 ans. Et D'accord. donc, à l'époque, parce que je n'habitais pas Montréal, donc c'était en province. Et donc, les magasins de musique, il n'y avait pas trop de jazz, hein. Donc, je me suis mis copain avec certains disquaires et on a commencé à commander des disques sur commande. Donc, j'ai d'abord commandé des disques où il y avait Ray Brown dans la contrebasse. Et ça s'est enchaîné comme ça. Et après, quand j'ai commencé à jouer avec des groupes un peu plus professionnels, j'allais donc plus près des grands centres, donc Québec et Montréal. Et j'ai rencontré beaucoup de musiciens qui connaissaient beaucoup plus le jazz. Et là, je me suis informé et de fil en aiguille, bon, j'ai découvert beaucoup de choses. Voilà. Lorsque j'ai interviewé Pierre Boussaguet, le contrebassiste français, il m'a dit que son premier amour de la contrebasse était aussi à travers Ray Brown. Il a par la suite enregistré des albums avec Ray Brown. Comment vous expliquez cet attrait pour ce contrebassiste-là parmi les amateurs de jazz et les musiciens qui pratiquent la contrebasse? Ben, Ray Brown, c'est la classe, hein. Il a joué sa façon de jouer d'abord, mais à l'époque, il y avait les grands contrebassistes, ben, Paul Chambers et ces contrebassistes-là. Mais Ray Brown, avec Ron Carter, sont arrivés avec une façon de jouer avant Scott LaFaro. Ils ont amené la contrebasse à un autre niveau. Surtout Ray Brown, il avait toutes les qualités. C'était un contrebassiste avec une très grande solidité, un sens du rythme incroyable, un sens de la mélodie, un sens de la responsabilité. Et c'est ce qui m'a plu de son jeu. C'était toujours à point. C'était toujours pour moi, je me disais, mais on ne peut pas faire mieux. Et j'ai toujours adoré le son qu'il avait et surtout le swing qu'il a. Tu sais. Euh, J'adore aussi Ron Carter et ces contrebassistes-là. Et après, les contrebassistes plus jeunes, dont Scott LaFaro et Eddie Gomez et NHOP, que j'ai beaucoup écouté aussi. Bien sûr. J'ai commencé à aimer le jazz à la même époque que vous. J'avais 14 ans en fait, hein, bien plus tard, bien sûr, mais j'ai commencé à aimer le trio de Bill Evans parce que justement, Eddie Gomez, par rapport aux contrebassistes que j'écoutais, il développait un langage vraiment particulier. Il avait une dextérité que je voyais pas dans les autres contrebassistes. Il Oui. improvisait comme un trompettiste ou un saxophoniste. Comment vous situez Eddie Gomez un petit peu dans l'évolution de la contrebasse dans le jazz? Il y a eu Scott LaFaro avant lui. Scott LaFaro, je crois, a été le premier à avoir un langage non contrebassiste. Un langage comme n'importe quel instrument, comme une trompette, comme une guitare. Donc, avec tous les paramètres euh, qui étaient joués surtout par les trompettistes, les saxophonistes. Donc, c'était le premier à aller avoir un langage beaucoup plus sophistiqué
et à développer aussi le registre aigu de la contrebasse. Donc, au niveau technique, Scott Lafaro a ouvert vraiment les portes. Je crois que Eddie Gomez est la continuité de cette façon de jouer. Et maintenant, un contrebassiste, maintenant qui prend un solo, doit être au même niveau que n'importe quel instrument. Euh, c'est ce que moi j'enseigne en tout cas. Ensuite, autour de l'âge de 18-20 ans, vous êtes parti à Boston, à Berkeley, et vous avez pu jouer avec beaucoup de musiciens de jazz. Est-ce que vous Oui. fréquentiez beaucoup les clubs de jazz à cette époque-là? Oui, oui, oui. Déjà, moi, à Montréal, déjà, je jouais beaucoup, presque tous les soirs dans les clubs de jazz. C'est assez bizarre, ben bizarre, non, mais à Montréal, on avait l'opportunité de pouvoir jouer en studio le jour. Je faisais beaucoup de séances, mais ça, c'était de la musique populaire où je faisais des séances. Et le soir, je jouais du jazz. Et je travaillais continuellement le jazz. Et quand je suis allé à Berkeley, évidemment, c'était pour développer et améliorer mes connaissances et tout ça. Et évidemment, à Boston, il y avait beaucoup de clubs de jazz. Mais tout de suite, j'ai commencé à jouer. Mon professeur de contrebasse, Bruce Gertz, avec qui je me suis très bien entendu, il y a certains gigs qu'il ne pouvait pas faire, et il m'a envoyé pour le remplacer. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec des musiciens absolument incroyables, dont Tom Harrell, Frank Tibery, Sal Nistico, enfin, il y en a beaucoup. Est-ce Et que ça il dit m'a vous pouvez donné parler un beaucoup. petit peu de son époque, quand il jouait avec Woody Herman dans le grand big band dans les années 60, parce que Sonny Stico, c'était vraiment le musicien de pupitre qui venait prendre des solos dans le big band de Woody Herman. Il jouait un peu Oui. à la façon d'Oz Sims et qui prenait des solos qui swingaient d'une façon incroyable. Quel souvenir vous avez d'avoir partagé la scène avec lui? C'était des gars qui étaient, je, je, je voudrais pas dire durs, mais je suis arrivé au club parce que je suis arrivé, bon, à telle heure on joue au Lulu White. Je suis arrivé très tôt, je branche ma contrebasse et tout, on arrive, et puis il me serre la main, oui, bonjour, il me donne une liste de morceaux qu'il allait jouer, et puis c'est tout. Alors on a commencé à jouer, un, deux, et beau, on a commencé à jouer. Le premier, ça s'est bien passé. Pas de commentaires, c'était très bien. Et Tom Harrell était là, donc il y avait Tom Harrell, Sal Nistico et Frank Tabery. On a joué donc de mercredi à dimanche. Et le dimanche soir, euh, entre les deux sets, il y a Tom Harrell qui m'a dit You sound good, man. En voulant dire Tu joues bien. Et c'est le seul qui m'a donné un commentaire. Sauf que la semaine suivante, Frank Tabery m'a téléphoné pour faire une émission de télé avec lui ensuite à New York. Donc, ça a été sa réponse pour me dire qu'il avait aimé comment j'avais joué. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année c'était ce concert-là avec Tom Harrell, Euh, plus ou moins? C'était en 79, je crois. En 1979, oui, je crois. 79. Donc il venait d'enregistrer avec Bill Evans, We Will Meet Again à l'époque. Il avait fait un superbe album avec Bill Evans aussi. Larry Schneider au saxophone. Ah, je ne savais pas. Magnifique album. Et en 79 justement. Donc j'imagine que ces années sont très très formatrices à Boston. Vous êtes revenu ensuite à Montréal. Et c'est à ce moment-là que vous avez rencontré Michel Cusson? Non, parce que j'étais à Berkeley avec Michel, justement. On est allés ensemble. Ah, d'accord. Euh, donc, USEB existait avant notre départ pour Boston. Nous, pour ma part, en tout cas, j'allais à Boston à Berkeley, qui était l'école mythique. Il y avait aussi le Dick Grove à Los Angeles, qui était vraiment des écoles réputées. Berkeley était plus près de chez moi, donc on a décidé, moi, pour ma part, je voulais aller à Berkeley pour un peu me situer, étant donné que je suis complètement autodidacte. J'avais pris beaucoup de cours privés à Montréal avec des pianistes, et pas avec aucun contrebassiste, au fait, mais surtout avec des pianistes.
Non, je ne suis pas un pianiste, hein, pour l'harmonie et pour l'improvisation. Et je suis allé à Berkeley pour un peu me situer, pour savoir où j'en étais, à quel niveau je me situais, comment je pouvais me comparer aux gens des États-Unis. Et ça s'est bien passé finalement. Même après la session que j'ai fait à Berkeley, on m'a donné le choix de rester à Berkeley pour faire tout euh, ce qu'on appelle un scholarship, ou de revenir à Montréal parce qu'on avait une offre d'enregistrement de disques avec le groupe UZEB. Donc, ça a été un choix où je me suis dit, si je reste aux États-Unis, je vais faire une longue carrière en tant que musicien pigiste accompagnateur. Et avec UZEB, ça me donnait la Hmm. possibilité de développer une carrière à, à ma façon, dans un groupe évidemment, mais où je pourrais développer une identité probablement plus rapidement. Et je crois que j'ai fait le bon choix. Je n'ai jamais regretté ce choix. Bien sûr, quand on connaît le succès justement du ZEB par la suite, vous avez fait certainement le bon choix. Si je remonte Mhm. juste un petit peu avant, il y a eu quand même des bassistes qui ont forcément dû vous influencer. On parle de Jaco Pastorius, bien sûr. Comment vous l'avez écouté pour la première fois et comment ça a permis d'influencer peut-être votre façon de jouer ou des choses comme ça? Bien évidemment, on a tous été jetés par terre quand on a entendu Jaco. Moi, je l'ai entendu, je crois que c'était sur le disque de Weather Report. Ensuite, Pat Metheny, Bright Size Life, et ensuite avec Mhm. Johnny Mitchell, et ensuite son album. Mais tout de suite, j'ai arrêté de l'écouter. Pourquoi? Parce que je savais que je serais trop influencé. Et je me suis dit, si je veux développer, comme je vous ai dit précédemment, si je voulais développer une identité, je me devais de ne pas trop l'écouter. Alors je suis retourné plutôt à écouter Scott LaFaro, Ray Brown, et d'écouter autre chose. Et j'ai fait beaucoup de repiquage, mais pas de Jaco, de Pat Martino, par exemple, ou Joe Pass, ou de Charlie Parker, ou Coltrane même. Alors, pour justement ne pas être identifié à Jaco, je jouais déjà de la fretless. Mais je ne jouais pas beaucoup parce que les gars disaient, mais qu'est-ce que c'est cette basse? Mais tout de suite après, je me suis remis à la fretless, mais tout de suite, je me suis mis à rechercher un autre son que le son de Jaco. Donc, moi, j'ai toujours utilisé des touches avec le bois et non pas avec l'époxy que lui mettait pour avoir un son beaucoup plus brillant. Et tout de suite, j'ai commencé à faire développer des basses à 5 cordes et 6 cordes pour justement avoir un autre son, une autre attitude et un autre langage que Jaco, parce que je trouvais ça trop bon. Ça doit être compliqué quand même de se forcer à ne pas écouter Jaco Pastorius pour éviter d'avoir une influence extérieure, pour développer Ouais. son propre discours artistique. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, Jaco Pastorius? Oui, oui, je l'ai rencontré à New York, oui. Mais il n'a pas été très communicateur. Et il était à une époque où il était très, disons, hors du monde réel. Et Oui, il jouait avec on a Dexter compris. Michigan. Ouais, Ouais, exactement. Alors, non, j'ai parlé un petit peu, mais ça c'était vraiment très, très, très bref. Voilà. d'accord. Comment la même question par rapport à Ray Brown. Pourquoi Jaco Pastorius, il fait toujours date maintenant, en 2020, dans le monde de la basse? Il y a des musiciens comme ça qui sont marqueurs de leur temps, dans l'évolution de leur instrument. Voilà, il y a eu Ray Brown pour la contrebasse, Jaco Pastorius. Comment vous l'expliquez ça? C'est des révolutionnaires qui ont amené un autre angle à l'instrument. Comment l'instrument est utilisé d'abord? Euh, Quel est le langage qu'on utilise avec cet instrument et la place qu'on prend sur la scène? Alors, Jaco a fait tout ça. Il est arrivé avec un son nouveau, une fretless, un son complètement. Il est arrivé avec une technique complètement révolutionnaire. Il n'y avait pas beaucoup de bassistes qui jouaient ce genre de ligne. Et le langage qu'il a utilisé, de jouer aussi large au niveau du style. De jouer Donnelly, d'abord, c'était audacieux. Même si on jouait des standards, on en jouait. Mais de le jouer de cette façon, en duo avec Don Elias, et ensuite, tout
le langage qu'il a utilisé, qui était soit emprunté même au rock, à la musique classique, il avait une vision extrêmement large. Sa vision musicale est très, très étendue. Et il a amené tout ça dans son jeu de basse. Et évidemment, sa présence physique sur scène avec Weather Report, c'était tout un personnage. C'était une star autant que Jimi Hendrix. Tu sais. Alors, si tout ça mis ensemble fait qu'il a touché un public beaucoup plus large que le public, disons, plus puriste du jazz normal. Hein. Tout à fait, C'est tout à fait. ouais, c'est ce qui fait sa grande popularité et qui va rester. Et il a été tellement créatif, inventif. Il a marqué la base pour longtemps, lui. Il y en Tout a à d'autres fait. aussi. La première Il y fois a que je l'ai plein. entendu, c'était avec Pat Metheny, Brad Size Live, justement, et ça m'avait Ouais. vraiment, j'écoutais la partie de la basse parce que elle sortait du lot et il y avait une interaction avec la guitare de Pat Metheny. Mm. Oui, évidemment, il y a les contrebassistes savants qui ont commencé à faire ça, dont Scott LaFaro, où le contrebassiste jouait beaucoup plus que la fondamentale ou la tierce et la quinte. Tu sais. Il jouait beaucoup plus dans les extensions des accords, un peu plus comme un accompagnement mélodique, comme un voice leading, ou tu sais, aller beaucoup plus loin au niveau harmonique et mélodique. Scott LaFaro et ces gars-là ont commencé à le faire avant lui. Mais il a poussé ça encore beaucoup plus loin. Il y en a d'autres que bassistes qui ont vraiment ouvert des portes. Stanley Clark, Jameson, évidemment, Larry Graham ont ouvert beaucoup de portes au niveau du slap et tout ça. Et après, il y a d'autres bassistes plus modernes qui ont ouvert beaucoup de portes aussi. Michael Manring, par exemple, joue de la basse comme personne. Victor Wooten a poussé encore le slap à un autre niveau. Et maintenant, ben, il y a Adrien Ferro qui nous amène dans une autre sphère aussi. Alors, c'est une continuité grâce à ces personnes. C'est par étapes. Il y en a toujours un qui arrive qui fait wow, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec l'instrument. C'est vrai. Pour revenir à Uzeb, personnellement, moi j'ai découvert Uzeb et je suis tombé amoureux de ce groupe grâce à l'album Absolutely Live. Je me souviens, il y avait cette ouverture numéro 5 là qui ouvrait le concert. Et c'est le genre d'album en fait qu'on écoute en boucle et qu'on écoute plusieurs fois. On se lasse pas de ce genre de morceaux. Et bon, c'est vrai que Uzeb, s'il a été un groupe qui a marqué son époque, c'est parce qu'il avait vraiment le son de son époque, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il transpirait le son des années 80, du début des années 80. C'est ce qui a marqué un petit peu ce genre musical. Tout à fait. C'était dans nos priorités, c'était dans notre liste de priorités. Évidemment, le langage, on voulait avoir un langage jazz, mais on était un groupe issu du jazz rock et de la fusion surtout. Donc, le son était aussi important. On voulait avoir vraiment un son moderne, comparable à n'importe quel groupe rock ou pop de l'époque. Donc, avec les mêmes techniques d'enregistrement, la même rigueur d'enregistrement, la même mise en place que la musique pop de l'époque. Et c'est quelque chose qu'on voulait absolument avoir en priorité. Et aussi toujours avoir une musique, même si on la voulait complexe, on voulait malgré tout que ce soit une musique qui soit agréable à écouter. Sans jamais tomber cependant dans dire ah ben ça c'est trop compliqué. Jamais. On a toujours joué la musique que nous on voulait et avec toute la complexité et tout ce qu'on savait, ce qu'on étudiait, ce qu'on apprenait, mais on avait un souci de l'esthétique et de la connexion avec le public. Donc le choix des solos, comme les arrangements. Comment faire un spectacle qui soit agréable pour l'auditeur, les densités, les ballades au bon endroit, les belles mélodies, les trucs beaucoup plus techniques et plus, comment je pourrais dire, un peu plus spectaculaires. Donc, on avait un souci du détail en général
pour rejoindre un public, mais sans jamais faire de concessions, cependant, je le redis. Euh, on a toujours joué la musique que l'on voulait. Il y a un morceau, moi, qui m'a assez fasciné dans la discographie du Zeb, c'est le morceau Uzeb Club, avec cette introduction comme ça, qui utilisait des synthés. Et Mhm. je trouvais ça vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment le son de son époque, comme des albums comme Tutu de Miles Davis, avec Marcus Miller, les sons de cette époque-là, en fait, vraiment. Qui est-ce qui a Oui. composé ce morceau Uzeb Club à l'époque? C'est Michel Cusson. Michel était vraiment celui, il l'est toujours d'ailleurs, qui est beaucoup plus axé vers, euh, axé, oui et non, mais qui a un goût pour tout ce qui est électronique, pas nécessairement électronique, mais la, l'intégration de la technologie dans la musique. Donc ça vient de lui. On a commencé à utiliser des samples et des boucles et euh, des séquences intégrées à la musique pour... on voulait avoir un son tout à fait moderne et on voulait utiliser toute la technologie moderne. Les premiers guitares et basses synthés, on a été les premiers à utiliser ça parce que justement, on voulait être les premiers, les précurseurs à utiliser ces nouvelles technologies avec un langage jazz. D'accord. Vous aviez un rôle défini entre vous et Michel dans les compositions des morceaux, des albums du Zeb? Non, ça s'est fait presque automatiquement. Quand j'ai rencontré Michel, lui était déjà, avait fait l'école de musique, donc il avait eu des cours d'arrangement, des cours de composition, tout ça. Et moi, je suis complètement autodidacte. Sauf que moi, j'avais beaucoup d'expérience dans les clubs. Donc, pour la mise en place, l'exécution, les arrangements, le public et puis la dextérité aussi, bon, j'étais quand même assez, assez avancé là-dessus aussi. Donc, nos rôles se sont euh, complétés. C'est-à-dire, Michel écrivait beaucoup plus au départ, et moi, je m'occupais beaucoup plus soit des arrangements ou de l'esthétique de tout ça. Et de plus en plus, Michel a pris de l'expérience de ce côté aussi. De plus en plus, moi, j'ai travaillé à l'écriture et l'arrangement, et de plus en plus, on est devenu où on écrivait ensemble, où j'écrivais de la musique, j'amenais de la musique. Et évidemment, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, euh, on est arrivé à dire, ben, il faut qu'on fasse chacun nos groupes, parce qu'on avait chacun assez de bagages d'expérience pour pouvoir s'exprimer à 100%. Parce que dans un groupe, par exemple, le UZEB est un quartet, ou un quatuor, quartet, je ne sais plus, enfin. Et à la fin, on était un trio. Donc, un groupe, on est le pourcentage. Un vrai groupe, on est le pourcentage du groupe. Donc, j'étais un tiers du groupe. Et à un moment donné, tu veux être 100% de toi-même. Parce qu'un groupe, c'est des concessions. Tu dois faire des concessions pour... J'arrive avec une partition de musique, je vais le donner à mes musiciens, et chacun des musiciens, j'en suis certain, pourrait en faire autre chose. Changer un peu l'arrangement, changer un peu l'harmonie, changer quelque chose qui va amener la direction de cette composition dans une autre direction. Et ça, en tant que le leader d'un groupe ou de compositeur, il faut avoir cette possibilité de le faire au maximum. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est ce qu'on a voulu faire, qu'on a décidé d'arrêter le groupe. Et pour pouvoir se réaliser chacun de notre côté à 100%. Alain Caron, comment on gère le succès comme vous l'avez vécu avec Uzeb alors que vous aviez la vingtaine? Comment est-ce qu'on garde la tête froide pour voilà, un jeune qui a entre 20 et 30 ans et qui va dans le monde entier, qui a fait des salles pleines 365 jours par an? Comment on gère ça? Oh, très très bien, parce que de toute façon, nous, on a toujours regardé beaucoup plus loin devant que l'endroit où on était. Donc, quand on a joué devant 300 personnes, on a dit, bon, on va jouer devant 1000. Puis quand on a joué devant 5000, on a dit, ben, la prochaine étape, c'est 10 000. Et jamais on s'est dit, ah, on est bon, hein? On est arrivé quelque part. Ben non, jamais. Moi, après chaque disque, je me disais, mais waouh, si on peut faire beaucoup mieux.
À chaque solo que j'ai joué, que j'ai enregistré, je me suis dit, ben, c'est ce que je pouvais faire en ce moment, mais c'est rien à se comparer à ce que je vais faire. Alors, on a toujours eu cette attitude de regarder devant et de dire, oh, il y a beaucoup de choses à faire, hein, tu sais. Alors non, on s'est jamais dit, on est arrivé. Au contraire, on a toujours été très près du public, d'abord. Après chaque concert, on allait parler avec les gens dans le public. On allait même dans les bars faire jouer avec les gars des villes où on était. Donc non, on a toujours été très réaliste et très terre à terre, au fait. On a toujours été comme ça. En 2017, pour les 25 ans du dernier concert du ZEB, vous vous êtes retrouvés. Ça a dû être un vrai plaisir, un vrai kiff de pouvoir retrouver ces anciens compagnons. Les automatismes sont revenus assez rapidement sur scène? Tout à fait, oui, en 3 minutes. Après 25 ans, on se disait, au fait, on s'était rencontrés, je crois que c'était même ici chez moi, on a fait un dîner parce qu'on était comme copains, tu sais. Et on avait mis complètement de côté le retour du ZEB. Après, quand on a décidé d'arrêter, on s'est dit, on fait une pause. Et après 3 ans, on s'est dit, ben, cette pause doit durer. Parce qu'on s'est rendu compte, je fais une longue histoire courte, on s'est dit, avant d'avoir une identité à Alain Caron, Paul Brochu ou Michel Cusson, de ne plus être le bassiste du ZEB ou le guitariste du ZEB, il faudra du temps. Et ce n'est pas 3 ans qui réglerait ça. Donc, on s'est dit, il faut que cette pause soit plus longue. Et rendu à 10 ans, ben, on s'est dit, bon, mais c'est terminé, du ZEB. Bon, tout va bien chacun de notre côté. Bon. Et après 25 ans, on s'est dit, mais waouh, 25 ans, c'est pas rien. Un quart de siècle, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une soirée, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un retour limité à quelques concerts, pas rejouer du nouveau matériel, pas réécrire de nouvelles musiques pour user, parce que là, moi, c'est moi qui ai décidé. Michel voulait faire un nouveau disque, lui. Moi, je me suis dit, non, si on s'embarque dans un nouveau disque, faire une tournée de promo, il faudra, bon, pousser ce disque, il faudra le faire au moins pour 4 5 ans. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine, tu sais. Alors, mettre nos carrières individuelles pour 4 5 ans encore, moi, je n'étais pas prêt à le faire. Alors, on s'est dit, on va refaire la musique qui nous plaisait le plus à l'époque, qui avait assez bien vieilli. Donc, on a choisi un répertoire qu'on a un peu réarrangé, qu'on a remis un peu au goût du jour au niveau sonore. Et on s'est dit, on va faire ça, on va reconnecter, on va faire un cadeau au public. Et on s'est dit, bon, on souhaite qu'il y ait des gens qui viendront nous voir. Et finalement, ça s'est bien passé. Au premier concert qu'on a fait à Montréal, c'était complet et on a eu une ovation de près de 10 minutes avant de jouer une note. Alors, c'était vraiment fantastique. On a eu beaucoup plus de plaisir à le faire. Et voilà. Magnifique. Alain Ouais. Caron, quel conseil vous donneriez à un contrebassiste, à un jeune musicien qui est contrebassiste et qui aimerait passer à la basse électrique, justement? Oh, d'abord, le conseil à donner à un contrebassiste qui veut passer à la basse électrique. D'abord, il faut qu'il en ait le désir. Je crois, moi, personnellement, que c'est un atout de pouvoir jouer la contrebasse et la basse électrique si on veut être un musicien pigiste qui aura du travail, tout simplement. Si on veut être un leader, écrire sa propre musique et être le moteur des performances que l'on fera sur disque ou en concert, après, ça devient un choix artistique. Quel est l'instrument avec lequel je peux m'exprimer le mieux? Par expérience, je sais que c'est assez difficile de garder la contrebasse et la basse électrique au même niveau. C'est assez difficile. Il faut travailler très, très fort parce que c'est une technique différente, c'est des muscles différents, c'est une attitude différente. Ce n'est pas impossible. Je l'ai fait pendant des années, j'ai arrêté de le faire à un moment donné. Il y a des contrebassistes qui le font très bien, dont John Patitucci, par exemple, qui réussit à passer de l'un à l'autre quand même assez bien, même très bien. Alors, Christian c'est une question McBride de aussi choix. également. Pardon? Qui d'autre? J'ai pas entendu. Christian McBride aussi passe de la contrebasse à Ah, la basse électrique facilement sur scène.
Définitivement, oui, oui, oui. Je le considère beaucoup plus comme un contrebassiste cependant. Malgré qu'il joue très, très bien la basse électrique, il y a aucun problème. Mais quand il joue la contrebasse, il y a une personnalité qui est beaucoup plus forte, à mon point de vue, à mon avis. Donc, c'est une question de choix, où on veut aller dans notre carrière et quel est l'instrument qui nous inspire le plus. Moi, je sais que la basse électrique, six cordes, m'a inspiré pendant des années beaucoup plus que la contrebasse. Quoique maintenant, je recommence à jouer la contrebasse un peu, une 5 cordes avec un do aigu. Et en ce moment, on ne peut pas jouer nulle part, mais éventuellement, peut-être que je vais revenir à la contrebasse un peu plus. Quoique le langage que j'ai développé est beaucoup plus adapté à la basse électrique au niveau technique. Il y a des choses qui seraient très difficiles ou peut-être même impossibles à jouer à la contrebasse. Voilà. Mais je vois ça comme deux instruments qui ont le même rôle, mais un peu différents. Dans une interview qui est disponible par vous sur YouTube, vous avez dit une très belle chose, c'est que tu as beau lire le dictionnaire en entier, ça ne fait pas de toi un poète. Et Tout à fait. appliquer ça à la musique, Ouais. dans votre discours, il y a un moment où, tel un enfant qui apprend en répétant les choses tel un perroquet, il y a une partie où il faut théoriser cette musique pour pouvoir aller au-delà. Et dans cette interview, vous dites, je veux maintenant apprendre à savoir pourquoi je joue telle ou telle note. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il faut justement apprendre cette théorie pour être un bon musicien de jazz? Je crois que oui. J'en suis de plus en plus convaincu, malgré que il y a des personnes qui ont un talent exceptionnel, qui arrivent à s'exprimer sans comprendre ce qu'ils jouent. J'en ai connu quelques-uns, très très peu, très très peu. Euh, Birelli, par exemple. J'ai joué avec Birelli. Il a un langage, il a une façon de s'exprimer qui est tout à fait naturelle. Il me dit que lui, il ne connaît pas les gammes et tout ça. Il les entend, il les joue. C'est ce qu'il m'a dit. Euh, c'est une exception. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, la plupart, et je dirais 99% des musiciens que j'ai connus, que j'admire, que j'ai admirés, sont tous des musiciens qui connaissent exactement ce qu'ils jouent. Michael Brecker, tous. Alors, moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai commencé à jouer par oreille. J'ai un certain talent à jouer à l'oreille et jouer ce que j'entendais, un peu comme un perroquet, comme vous vous disiez. C'était une langue, une phrase dans une langue étrangère dont j'avais appris le son. Je pouvais faire la mimique de ce son et pouvoir l'intégrer et pouvoir m'en sortir quand même assez bien. Mais j'avais toujours un moment où je disais, mais pourquoi je n'arrive pas à jouer sur cet accord ce que j'entends ou que je n'entends pas ou j'entends plus? Je suis fait face à un mur. Je suis, comment je fais pour m'en sortir? Donc, j'ai reculé de plusieurs années et je me suis dit, je vais arrêter de jouer ce que je ne comprends pas. Donc, j'ai commencé à essayer de comprendre ce que je jouais, donc j'ai reculé. J'ai recommencé à jouer les gammes et tout ça. Et puis, c'est ce qui m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Et ces portes que j'ai ouvertes sont de plus en plus grandes. Et je vois de plus en plus les possibilités. Mais il y a une période qui est très, très frustrante. C'est très, très frustrant parce que on peut jouer beaucoup plus rapidement que notre cerveau peut le faire quand on essaie de comprendre. Et il y a cette transition qui est très, très difficile d'arriver à penser rapidement et au même niveau, mais on peut le faire. Vous voyez, nous, on se parle en français. Euh, c'est ma langue maternelle. Je peux, au même moment que je vous parle, je peux épeler tous les mots dans ma tête. Je peux les épeler, je vois, je peux les écrire. Et je peux même vous parler et penser presque à autre chose en même temps. Je suis conscient de ce qui se passe autour de moi. Je vois, vous voyez? Alors, j'essaie d'appliquer cette attitude quand je joue, de comprendre ce que je joue, mais d'être au-delà de ça, d'être capable d'écouter le batteur, le pianiste, de comprendre
ce que le pianiste fait, de pouvoir discuter avec lui et d'être en symbiose avec ce qui se passe autour de moi, d'avoir le contrôle du langage. Et ça, c'est un défi à vie. Et c'est ce qui me plaît maintenant, c'est de contrôler ce langage. Mais il faut faire attention, je le dis toujours à mes élèves, il faut pas que, il faut que le cœur, la poésie soit la priorité. On peut, comme, exactement comme cette phrase que je dis depuis plus de 20 ans, on peut apprendre toute la grammaire et continuer à dire des conneries ou de s'exprimer d'une façon très... Il faut de la poésie dans tout ça. Il faut avoir quelque chose à dire. Bien sûr. Vous avez donc collaboré avec Beryl et Lagrène, comme vous l'avez dit précédemment. Vous avez joué avec beaucoup de guitaristes. Il y a eu aussi Max Stern. Comment on Oui. s'adapte pour passer de guitaristes aussi différents dans leur style et dans leur répertoire quand on est un bassiste, justement? Ben justement, c'est l'expérience vous voyez, toute l'expérience que j'ai eue en studio, par exemple, à jouer de la musique populaire, ou même très, très rock, ou très pop, ou à très jazz, à très traditionnel. Donc, je peux m'adapter pour avoir un son et adapter mon langage à différents styles. Stern, par exemple, qui est assez rock et blues, mais il a un langage assez bebop aussi, hein. Hmm. Frank Gambale aussi, donc c'est des guitaristes. Birelli aussi, j'ai joué avec Birelli dans différentes formules. J'ai joué avec lui, qui on était un peu plus traditionnel aussi, eux-mêmes. Enfin, et je réussis à m'adapter grâce à l'expérience que j'ai eue de jouer différents styles. Euh, voilà, je pense que c'est la meilleure réponse que je peux donner. L'expérience et le goût aussi de découvrir ces différents styles. Qu'est-ce qui fait qu'un style de musique est- qu'est-ce qui fait, comment on peut sonner dans ce style? Alors, moi, j'ai toujours essayé de trouver les formules qui font que ça sonne dans ce style. Jusqu'à quel point on peut laisser de la place, à quel point on doit jouer un rôle de support, comment on peut, jusqu'à quel point avec tel musicien, on peut interagir avec lui. Tout ça, donc, il y a un côté humain aussi, la lecture humaine des musiciens avec qui l'on joue, pour savoir jusqu'où on peut aller, où on doit s'arrêter, pour jusqu'à quel point on peut suggérer des choses et à quel point on peut aussi accumuler de la frustration de ne pas pouvoir s'exprimer autant que l'on voudrait dans ce contexte. Alors, c'est une question de savoir où on est, avec qui on joue et quelle est notre plage, notre marge. Bien sûr. Et la plupart des grands musiciens avec qui j'ai joué, sont des gens qui sont très ouverts Mhm. et avec qui on peut discuter et on peut apporter des choses, amener des suggestions. Dans votre musique actuelle, c'est vrai qu'il y a moins l'influence rock qu'il y a quelques années et on sent plus une ouverture vers les rythmes d'Amérique du Sud, la world music entre guillemets, qui fait la part belle un petit peu aux compositions d'aujourd'hui. Quelle est cette part importante dans votre musique de l'ouverture vers le monde? Ben, ça l'a toujours été. Moi, depuis le jazz rock, après, on a commencé à appeler cette musique fusion. C'est dommage, c'est un beau terme. Et je crois que ce terme est toujours approprié, toujours. Sauf qu'il a mal vieilli. Le terme a mal vieilli parce que quand on dit ah, tu fais du fusion, ah oui, la musique des années 80, 70. C'est pas vrai. Parce que maintenant, comme vous venez de dire, si on commence à intégrer des rythmes cubains ou brésiliens ou espagnols ou indiens avec un langage plus classique ou même blues, c'est de la fusion. C'est vraiment, c'est du world, appelez ça comme vous voulez. Mais pour moi, ça reste de la musique fusion. C'est de fusionner des éléments, des influences, des musiques folkloriques même, avec un autre langage. Brad Meldau le fait toujours. La musique d'aujourd'hui est fusion plus que jamais. Grâce probablement au multimédia, où on peut écouter pendant des heures ou pendant des jours de la musique de partout dans le monde. Et je trouve ça fantastique. Je trouve ça très, 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 très bien. Ouais.
La scène de musiciens de jazz canadiens a toujours été très riche depuis très longtemps. L'an dernier, il y a eu la disparition de Ed Bickert, le Mhm. guitariste de Toronto. C'était un guitariste vraiment dans la lignée des Jim Hall, très minimaliste, mais qui apportait beaucoup, je trouve, au langage jazzistique. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur Ed Bickert, justement? Ah, moi, je l'ai vu jouer souvent et c'était la classe, hein. Il jouait, oui, moi, j'ai beaucoup aimé, j'aurais aimé jouer avec. Je l'ai rencontré quelques fois, mais j'ai jamais eu l'occasion. Euh, Aucune occasion s'est présentée de jouer avec lui. Il a influencé beaucoup de guitaristes et beaucoup d'autres musiciens aussi sur la scène musicale à Toronto et partout au Canada et dans le monde entier, je trouve aussi. J'ai beaucoup admiré son jeu. Il a joué avec un contrebassiste qui s'appelait Don Thompson. Notamment, il a enregistré Oui, avec Paul Desmond. C'est un musicien que vous connaissez, que vous avez rencontré? oui, je l'ai vu jouer avec Jim Hall, trio avec Terry Clark à la batterie. Mais c'est tout un pianiste aussi, Don Thompson, hein. Il joue le vibraphone autant, donc c'est incroyable. C'est un musicien hors pair. C'est un musicien absolument incroyable. Le langage qu'il avait là en contrebasse en trio avec Jim Hall, que j'ai vu en trio quelques fois, c'était absolument fantastique. Moi, je plaçais ce trio au même niveau que le trio de Bill Evans. C'était mes trios préférés de loin. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec Terry Clark, le batteur, après assez souvent. Oui. Il y a un disque Alors, en trio de Ed Bickert avec le saxophoniste Mike Murley aussi, qui est magnifique. oui, Très bon saxophoniste canadien, encore une fois. Donc, il y en a un autre que vous devez écouter, c'est Phil Dwyer. d'accord. un, un saxophoniste qui joue, hein, sur un de mes disques, au fait, le disque Play. Et Phil Dwyer, c'est un saxophoniste absolument euh, incroyable. Il y a un autre, à Montréal, on a des saxophonistes absolument monstrueux aussi. Il y en a un qui s'appelle Rémi Bolduc, D'accord. euh, qui est absolument incroyable. Il a un langage, mais c'est fou. Hmm. Et parmi les Alors, anciens, il y avait, pour moi, le saxophoniste légendaire qui était Fraser McPherson, qui a joué les standards, qui les a réinventés vraiment à sa façon, et qui laisse une marque vraiment indélébile. oui, tout à fait. Ouais, non, il y a un bon bassin de musiciens de jazz au Canada, dont notre fameux Oscar Peterson, Maynard Ferguson, Paul Bley, c'est des Canadiens aussi. Bien sûr, Maynard Ferguson aussi également, oui. Ouais. Alain Caron, est-ce qu'il y a un standard de jazz que vous aimez jouer pour le plaisir particulièrement? You Must Believe in Spring, Ah, Michel Legrand. tout à fait. D'accord. Ce genre d'écriture à motif, j'aime beaucoup. Et bien sûr, beaucoup de standards, Days of Wine and Roses avec la modulation de Bill Evans. D'accord. Euh, à l'école, en ce moment, nous, c'est une école de jazz. C'est un, ici, on appelle un bac. Et après la maîtrise, c'est en interprétation jazz et en composition jazz. Donc, on doit enseigner, on doit jouer beaucoup de standards. Donc, beaucoup de ces standards-là que je joue beaucoup. En passant par Stella by Starlight, All the Things You Are, They Will Never Be Into You. C'est des standards qu'on joue beaucoup ici. Mais c'est sûr que ces standards comme The Two Lonely People, Mhm. Very Early, ce sont des standards que moi, je joue beaucoup, j'aime beaucoup jouer. Très sophistiqués au niveau harmonique, mais malgré Oui, tout, très, ouais. très Très riche mélodique, harmoniquement, oui. Ouais. très mélodique aussi. Les mélodies sont très extrêmement touchantes. Par exemple, la mélodie de la composition de Two Lonely People, avec toujours cette note chromatique, moi, ça me touche beaucoup. C'est très émotif pour moi, cette composition. D'accord. Pour terminer l'interview, Alain Caron, parce qu'on arrive à nos 1 heure une heure d'interview, est-ce qu'il y a un album de jazz que vous emporteriez sur une île déserte? Oh non, il faudra un grand bateau pour ramener tout ça. Je sais pas, c'est très difficile de répondre à cette question. Euh, il y aurait certainement un album de Bill Evans, je crois. Ah. Alors, Ouais, ouais. laquelle partie? La partie avec Marty Morel et Eddie Gomez ou la partie antérieure avec Scott LaFaro ou le dernier trio? Euh, c'est drôle. Justement, je regardais une vidéo de Bill Evans, la répétition qu'il avait fait à Amsterdam
avec Eddie Gomez, justement, et un batteur allemand, je crois, dont j'ai oublié le nom, je suis complètement désolé. Et j'ai vu quelques interviews de Bill Evans. Chaque époque est quand même assez différente. C'est toujours sa même approche de la classe, la limpidité, euh, c'est clair et net. Euh, je pourrais pas dire quelle époque. C'est sûr que l'époque avec Gomez a été très, très florissante. Ouais, Mais lui-même disait que son trio préféré a été son dernier avec Mark Johnson. Il tout a à dit que ça a fait. été. Et j'ai vu Mark ce Johnson. trio, oui, et à la Barbara, à la batterie, et même l'album Infinity avec Toots Thielemans, c'est un album qui est vraiment incroyable. La mélodie, la beauté, l'émotion est là, partout. Un très bel album, ça. Ce serait peut-être cet album-là. Je pense que ce serait peut-être aussi un Bill Evans que j'emporterais sur une île déserte. Alain Ouais. Caron, merci beaucoup pour cette interview. Ça a été vraiment un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi et j'espère que très bientôt on pourra se voir en personne. L'Europe me manque, la France me manque. J'ai très hâte de vous retrouver. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.